Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья, телезрители. Рада приветствовать вас на литературном вечере. Mesdames et messieurs, bonjour, nos chers téléspectateurs, chers amis. Je suis ravie de vous saluer à la soirée littéraire dédiée au 208e anniversaire du grand classique russe Mikhail Lermontov. Une petite précision technique pour nos téléspectateurs français, pour ceux qui nous ont rejoints pour la première fois pendant nos événements en ligne. Il y a une fonction de traduction simultanée de l'interprétation. Donc, ainsi, vous pourrez choisir la langue nécessaire pour vous, donc le français, en cliquant sur le globe dans le coin droit. Je vous en prie, j'espère que vous avez réussi. Le 15 octobre, la communauté internationale a célébré l'anniversaire de Mikhail Lermontov. La série des événements littéraires festifs a été effectuée en Russie ainsi qu'à l'étranger. Et aujourd'hui, la Maison russe des sciences et de la culture à Paris a le plaisir de se joindre à ces événements festifs. Ainsi, les téléspectateurs parisiens ont une exposition unique de se retrouver au musée réserve Lermontov-Tarkani. Dans le cadre de cette téléconférence, la direction du musée réserve vous parlera de ses liens créatifs avec le milieu littéraire français. Il organisera une visite guidée dans le pays de son enfance, donc, qui est le domaine russe Tarkani, aujourd'hui musée réserve Lermontov, situé dans la région de Penza. Après la visite virtuelle du domaine, la responsable du département des expositions du musée, Madame Olga Mavrina, pour vous découvrir de nombreuses facettes du talent du poète, présentera aux spectateurs parisiens l'exposition en ligne Lermontov Artiste. À part des paysages qui dépeint la nature du Caucase, les paysages, Lermontov a également peint des scènes de bataille où il a pris part personnellement. À la fin de la soirée, nos auditeurs des cours de russe auprès de la MRC ainsi que les élèves de l'école Antochka présenteront la poésie de Lermontov en russe et M. Jackie Lévesque le fera en français. Avant de passer la parole au directeur du musée réserve, à la directrice du musée réserve Tarkani, Madame Yulia Pechnikova, je vous rappelle que vous pourrez poser toutes vos questions dans la rubrique chat. Et je tiens à vous souligner que la géographie de nos téléspectateurs nous intéresse beaucoup. Donc, n'hésitez pas à écrire dans la rubrique chat de quelle ville vous nous regardez. J'attends vos commentaires. Madame Pechnikova, la parole est à vous. Bonjour. Je remercie tout d'abord la Maison russe des sciences et de la culture pour l'organisation de cette soirée et pour son déroulement pendant à peu près une semaine. En effet, toute la communauté mondiale célèbre l'anniversaire du grand classique. Je crois que je peux dire pas uniquement du classique russe, mais du classique mondial. On s'incline devant le talent de Lermontov dans le monde entier et tout le monde apprend d'après son œuvre. Et je suis très contente que le public français se rejoint à ces événements aujourd'hui. Lermontov, on le compare souvent avec le météore parce qu'il n'a vécu que 26 ans. Mais c'était un météore brillant pendant ce court laps de temps qui se retrouvait dans la littérature mondiale, grâce à quoi on peut le mettre au plus haut niveau avec d'autres noms bien importants dans la littérature mondiale. On va aborder tous ces sujets dans le cadre de notre téléconférence. C'est de comprendre ce que signifiait la littérature française pour Lermontov et ce que pour la littérature française, quelle était l'importance pour la littérature française de l'œuvre de Lermontov. En effet, nous nous retrouvons actuellement à Tarkani, c'est l'ancien domaine de Lermontov du 19e siècle et aujourd'hui, c'est le musée réserve à Tarkani. Je vous propose de regarder quelques photos qui pourront vous donner plus de compréhension de l'endroit d'où nous menons notre conférence d'aujourd'hui. Là, vous voyez la partie centrale de Russie, plus de 600 km de Moscou. C'est là où a été élevé et a grandi Lermontov. Il est né à Moscou.
juste quelques petits éléments de sa biographie pour quelques-uns de peut-être pour la première fois. Donc, il est né le 15 octobre 1814. À l'âge de 6 ans, il a été mené à Tarkani. C'est là où il a passé la moitié de sa vie. Son enfance, son adolescence, il a passé dans cet endroit. C'est là où il a reçu ses premières impressions et puis il les garde et les transmet pendant toute sa vie. Et beaucoup de ses œuvres sont nées en effet ici. Ce domaine appartenait à grand-mère de Lermontov, Dame Arsenieva, d'origine de la génération Stolypine, comme que vous connaissez. On a influencé beaucoup la politique et l'économie russe. En effet, son nom de famille est écossais. Donc, le mélange de ces deux sangs, du sang russe et du sang écossais, nous ont donné ce génie Lermontov. D'abord, il a fait ses études aux pensions des nobles et puis à l'université à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg. Il a fait ses études dans l'école de Junker et des aspirants de cavalerie. Puis, il a fait son service au garde des hussards, le plus important. Puis, il a eu son service militaire dans le Caucase. Dans la vie de Lermontov, il y avait des duels. Et le premier duel a été avec le fils de l'ambassadeur, Ernest de Deborah. En 1841, ce duel a eu lieu. Et il y avait quelques raisons qui ont été proposées par les spécialistes, mais de vraies raisons, des vrais motifs de ce duel, on ne les connaît toujours pas. D'abord, c'était le duel aux épées. Le bout de l'épée a été cassé. Ils ont continué le duel au pistolet. Et après, Lermontov, il ne tire pas. Il met son pistolet en eau, qui voulait dire qu'il n'allait pas tuer. Pour ceci, il a été puni. C'était le premier duel dans la vie de Lermontov qui lie sa vie à la Caucase. Et après, là où il a rencontré son camarade de l'école des aspirants de cavalerie, ils ont eu une dispute qui s'est terminée par le duel qui a eu lieu à Petchigorsk. C'était le duel entre Martynov, son camarade, et Lermontov. De nouveau, Lermontov n'a pas tiré. Il a mis le haut de son pistolet en eau, mais Martynov, il a tiré et ainsi Lermontov a été tué pendant ce duel. Il était tout jeune, les duellants et leurs assistants. Il était âgé de 22 à 26 ans. Il a été enterré à Petchigorsk, mais puis sa grand-mère a demandé l'autorisation au plus haut niveau. Ainsi, son corps a été réenterré à Tarkani, dans son domaine natal. Quelques ans après la mort de Lermontov, cet ancien domaine a ouvert ses portes le musée. On a le statut spécial. C'est l'objet assez important et précieux, pas uniquement parce qu'il est lié au nom de Lermontov, mais y compris le patrimoine culturel et le patrimoine naturel qui se sont conservés ici dès le 19e siècle. Bien évidemment, on a adoré beaucoup Moscou, Saint-Pétersbourg, le Caucase. Mais de toute façon, le domaine Tarkani a eu une place importante dans sa vie. Moi, je vous propose de regarder quelques photos qui vous représentent le mieux son domaine. Vous avez quelques allées
le parc. Là, vous voyez la maison de bain. Là, vous voyez une église où les services religieux ont lieu toutes les semaines. Et là, vous voyez ce que je vous ai montré, le bâtiment en blanc, c'est le lieu d'enterrement de tous les membres de famille, y compris Lermontov. C'est là, Lermontov a passé son enfance. Il y a 10 chambres, 10 pièces dans cette maison. Il y a beaucoup d'objets qui appartenaient à Lermontov. Il y a beaucoup de tableaux, de pinceaux. On va parler à part du talent de Lermontov en tant qu'artiste. Là, vous voyez l'exposition de culture des nobles et des paysans en même temps. Donc là, cette exposition dédiée aux paysans. Comment était la vie des paysans? Pourquoi ça attirait beaucoup Lermontov? On en parle ici, dans cette maison. Là, vous voyez l'église, les décorations de cette église et là, vous voyez le moulin. Ici, on fait le pain selon la recette du 19e siècle. Et on essaie de restaurer toute l'histoire complète du 19e siècle et toutes les propriétés de ce domaine qui ont été intrinsèques à cette époque. On essaie de restaurer toutes les routines et tous les loisirs de cette époque-là. Là, vous voyez comment les nobles sont montés à chevaux et bien évidemment, Lermontov y a pris part également. Après, bien évidemment, les bals. Puis les combats et bien évidemment les fêtes populaires. Pour vous parler plus de Renaissance de l'agriculture dans notre domaine, dans notre musée, on a fait tout ce que vous voyez. On fait nous-mêmes le pain. On a nos chevaux. On s'occupe des abeilles. Il a eu son rucher. Là, vous pouvez voir des chevaux. Même, on a toujours des races que Lermontov avait. Et aussi, vous pouvez voir l'exemple. C'est une race qui était l'exemplaire pendant notamment le service militaire. Et on essaie toujours de restaurer tout comme tout était au 19e siècle. Là, vous avez plus ou moins l'impression de notre domaine, de notre musée, ce que nous faisons. Et maintenant, on revient à notre héros du jour, Mikhail Lermontov. Si on parle des liens de Lermontov à la littérature française, on peut en parler depuis longtemps. On n'essaie pas de dévoiler ce sujet très profond, mais quand même, je vous aborderai ce sujet. Brièvement, tout d'abord, il a maîtrisé très bien le français. Son professeur était le français, le jeune sergent, qui lui a parlé beaucoup de Napoléon, le sergent de l'armée napoléonienne. Et lorsqu'on lit dans ses poésies, il le décrit. Il voit une personnalité, une grande personnalité, très puissante, mais dans le même temps, elle voit cette personnalité qui, quand même, est venue avec la guerre dans son pays. C'était encore la période d'après-guerre et Lermontov, influencé par cette guerre de 1812, il a fait beaucoup de poésie et de poèmes dédiés à cette guerre, à l'influence de cette guerre. En tant que lycéiste, il a déjà recopié beaucoup de poèmes et poésies des poètes français, ainsi que des écrivains français. Il aimait beaucoup Lamartine.
sa mélancolie mélodique et philosophique. Il lisait beaucoup Chateaubriand et il recopiait beaucoup dans son cahier les citations de ces textes. Après, il étudiera l'anglais, mais à ce temps-là, elle ne le parlait pas encore, ne la parlait pas encore. Et tout jeune, il lisait toutes les œuvres de Shakespeare, de Walter Scott, uniquement en français. Mais grâce à la langue française, il apprend la littérature russe. Puis, il apprendrait la langue anglaise et puis il les lirait que en original, mais il a commencé à l'apprendre uniquement grâce à la langue française. C'est encore en fait intéressant. Il y avait 51 lettres écrites à Lermontov. Nous avons dans ses mémoires 51 lettres, on va dire lettres de correspondance, et une grande partie de ces lettres, de cette correspondance, a été écrite en français. On va parler de son côté ambigu. Il la traite comme la littérature classique, et au début, il n'a pas trouvé ce côté poétique de laquelle elle parlait après. Et à la littérature française, il est amené par, si vous voulez, Pouchkine. Il a adoré son Eugène Onegin. C'est grâce à Pouchkine, grâce à une grande confiance qu'il avait accordée. C'est grâce à lui qu'il a commencé à admirer et à appréhender la littérature française. Et puis, ces sujets, bien évidemment, ont influencé à l'œuvre de Lermontov. Après, indirectement, Lermontov reconnaît que pour lui, toutes les réalisations, toutes les œuvres de la littérature française sont très précieuses pour lui. Vous allez comprendre de quoi je parle. Tout d'abord, la naissance du roman de l'histoire de l'âme, comme par exemple après son héros de notre temps, a été également influencé par la littérature française. Il y a beaucoup de traductions, bien évidemment, de ce roman, L'Héros de notre temps, en beaucoup de langues, je crois que plutôt en centaines de langues. Puis, l'autre sujet qu'il traite beaucoup, c'est la personne inutile, on va dire, un homme de trop. Et il a commencé à apprendre des sujets grâce aux œuvres de la littérature classique française et ses propres sentiments. Il compare à ceux qu'il a lus et à ce qu'il avait en tant qu'expérience. C'est grâce à cette expérience cumulée, il crée toutes ses œuvres sur la Caucase. Donc, si on parle de la réaction des impressions des Français sur la littérature de Lermontov, ils ont commencé à étudier les œuvres de Lermontov pendant sa vie, dans les années 40, 1840. Le premier écrivain français qui a découvert Lermontov, c'est Dégustine. Là, elle parle de l'exil du poète dans le Caucase. Il ne mentionne ni son nom ni prénom, mais il parle de toute façon des traductions de son roman en français en 1843. Et la traduction a été faite par l'oncle de Lermontov, Stolypine. Il va finir sa vie en Florence. Et c'est lui qui sera assistant de Lermontov pendant son dernier duel. Si on parle de ses grandes contributions dans la littérature mondiale et l'influence de Saint-Jean-Michel de Vuguet, et il a joué un rôle très important dans la popularisation, la vulgarisation de la littérature russe en France. Moi, je parle plutôt de la littérature de la fin du
de l'apparition de son influence dans la littérature de la fin du 19e siècle. Il disait que Lermontov, en tant que prosateur, ne cède pas au Lermontov en tant que poète. Et je vous cite son propos à propos du réalisme. Il parle que les Russes, donc j'essaie de citer, les Russes se battent pour le réalisme beaucoup mieux que ses homologues européens. Ce qui nous intéresse également, c'est que le fait que la littérature russe était, si vous voulez, exotique. Elle fait découvrir aux Français et aux Européens l'âme mystérieuse russe. Lermontov, elle parle de l'histoire de l'âme russe, qui pour lui est plus important que l'histoire de tout le peuple. L'autre écrivain qui a mis en lumière l'influence de Lermontov sur la littérature mondiale, c'est Ivan Turgenev. Bien évidemment, vous connaissez très bien le musée Turgenev à Bougival. Lui, il a fait beaucoup de ses traductions et c'est dans sa maison d'édition, dans la maison d'édition où il a fait ses traductions. Lui, il a demandé à Prosper Mérimée de travailler ensemble sur les traductions de Lermontov. Et la meilleure traduction d'une série a été faite par eux, par Turgenev et Mérimée. Ils ont fait la traduction d'une série en prose. Mérimée, elle a parlé de la littérature russe sur la langue russe. La langue russe est la langue qui a été créée pour la poésie. C'est une langue très riche et très fine en ses nuances. C'est grâce à Mérimée, on a découvert beaucoup de traductions de nos auteurs russes. Il le fait de manière très tactique, très délicate et très élégante. Si on parle du début du XXe siècle, Lermontov, l'œuvre de Lermontov a été le sujet de thèse de Duchesne, et qui est apparu en 1910. Et les Russes ont découvert cet ouvrage-là et ils ont fait la traduction de cet ouvrage et ils font la comparaison du chercheur français avec des ouvrages russes. Puis, si on parle si on parle des textes sur Lermontov en France qui sont apparus dans les journaux ou ailleurs, des ouvrages scientifiques, le français, le chercheur français a travaillé beaucoup sur la biographie du poète russe. Moi, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples qui a fait les traductions de Lermontov, comment il l'a fait. Moi, je vous parle que des œuvres les plus importantes. Il y a eu également des anthologies qui ont été éditées par Claude Degrelle en 1990, qui parle des voyageurs français en Russie. Il y a plus de 800 pages dedans. Bien évidemment, Lermontov et Pouchkine font partie de cet ouvrage volumineux. Il y a beaucoup de chercheurs et il a mentionné tous les chercheurs, tous les pionniers du Caucase et recommande vivement d'apprendre et de lire ses œuvres. Si on parle de ces recommandations détaillées, je vais mentionner également le français très bien connu. Je parle d'Alexandre Dumas-Fils, qui est venu dans le Caucase. Et il a beaucoup étudié l'œuvre de Lermontov et il invite tous ses contemporains à lire Lermontov pour bien évidemment faire découvrir le Caucase. Alexandre Dumas s'intéressait beaucoup de sa biographie. Il est 12 ans, il est âgé de
12 ans de Lermontov, les âgés de 12 ans de Lermontov. Elle a eu sa correspondance avec Rostopchina, qui connaissait beaucoup dans ses lettres, dans ses correspondances. On voit beaucoup de commentaires, mais on ne l'étudie pas, mais on travaille beaucoup avec les traductions d'Alexandre Dumas, parce qu'il a eu un goût littéraire exquis. Lermontov, pour lui, était quelqu'un qui était difficile, dont le niveau a été difficile à atteindre. Donc, sa traduction était très élégante. Il parle de ces vers très mélodiques. Il a mis en lumière que beaucoup d'écrivains, beaucoup de chercheurs ont mis en lumière cette particularité. Toute sa poésie est en effet la musique. Quelques musiciens ont proposé de mettre ces vers en musique, bien évidemment, et Dumas également l'a souligné. Il était très précis dans ses traductions. Jusqu'à aujourd'hui, ces traductions sont considérées comme les meilleures. C'est très intéressant de lire sa correspondance. Il est publié, mais ce n'est pas la publication complète et intégrale. Les dédicaces et les autographes sont conservés aujourd'hui dans la collection particulière du prince Vassilchikov, dont les descendants habitent à Genève. Vassilchikov est l'un des assistants, il était l'un des assistants pendant le duel de Lermontov. On les compare souvent. Les deux ont un très bon sens d'humeur, l'amour pour la poésie. Il a eu à peu près 40 000 kilomètres en voyage. Si l'on compare avec Pouchkine, qui a vécu 10 ans de plus, lui, il voyageait 41 500 pendant toute sa vie. Donc, on peut dire qu'il a passé presque toute sa vie, Lermontov, en route. Donc, et là, ce chiffre ne prend pas en compte ces années militaires qu'il a passées en combat. Il a pu, moi je vais vous parler de son talent en tant qu'artiste peintre, et il a réussi à saisir toutes les nuances avec son œil et sa perception très aiguë, et puis il a tout de suite le mis au tableau. Ma collègue va vous parler en détail de son talent artistique. Si vous avez des questions, je vais voir s'il y a des questions dans la rubrique chat. Je vais voir s'il n'y a pas de questions. Moi, je ne vois pas pour l'instant. J'espère bien j'espère bien donc recevoir après toutes les questions dans la rubrique chat et je pourrai vous donner toutes les réponses. Et puis, j'invite ma collègue à prendre la parole qui va parler du talent de Lermontov, d'une autre facette. Et il était vraiment une personne très douée, pas que le grand écrivain ou l'artiste. Il était un grand musicien aussi, l'échiquier. Et malheureusement, on n'a pas des notes, donc parce qu'il a fait la musique d'après sa poésie. Mais c'est l'autre facette de talent très brillante, c'est Lermontov en tant qu'artiste. Bonsoir, encore une fois. Comme Madame Julia Pukeshnikova, la nature a donné à Lermontov pas uniquement le don du poète, mais aussi le don musical, mais aussi, bien évidemment, génie littéraire. Comme ses contemporains ont parlé et les spécialistes l'ont confirmé, s'il se donnait à la peinture de manière professionnelle, il aurait pu être un artiste génial.
dès son enfance, il a eu déjà ce don artistique. À 2 ans et demi, on a pu voir le portrait de Lermontov avec une craie et un bout de papier entre ses mains. Sa grand-mère a déjà remarqué son talent et c'est pour ça qu'elle a mis du papier spécial sur le sol, sur le parquet, afin que Lermontov pouvait déjà dessiner et développer son talent. Puis, pendant ses études à Moscou, lorsqu'il a fait ses études à la pension des nobles, il a développé son talent. Son professeur était Monsieur Solonitsky. Et puis, l'artiste peintre bien connu, Piotr Zabolotsky, était ses professeurs particuliers. Et Piotr Zabolotsky, après, fait le portrait de Lermontov. Dans son talent artistique, il découvre aussi de nombreuses facettes. Non, lui, il fait des scènes de bataille, des portraits, des esquisses, il a fait l'aquarelle, il a fait des tableaux à l'huile, il a travaillé avec la plume. Donc, son patrimoine artistique compte 13 tableaux à l'huile, 51 aquarelles, et à peu près 450 dessins crayons et aux plumes. Aujourd'hui, on peut voir qu'une partie de ces tableaux, mais vous pourrez avoir de toute façon une présentation générale. Quel était son don d'artiste? Tout d'abord, ces dessins d'enfance. Là, vous voyez le dessin en aquarelle. C'est Pettigorsk qui est peint sur ce dessin parce qu'il a été traité dans le Caucase et il se souvenait très bien pendant ce traitement à l'eau, donc c'est minéral voda Caucase. Et puis, je vous cite la poésie en russe. Et Caucase, c'est vraiment dans le Caucase, il a rencontré son premier amour d'enfance. Et personne ne pourrait me croire que moi, je connaissais l'amour à mon âge de 10 ans. Et, dans notre maison a été visitée par la dame avec une fille de 9 ans. Puis, je vous parle de sa poésie d'adolescence. Elle parle bien évidemment de ses poésies en Caucase. Et je vous cite sa poésie, Le prisonnier du Caucase. Ce dessin est décoré. Ce dessin embellit le manuscrit Le prisonnier de Caucase qu'il a écrit à l'âge de 13 ans. Là, vous voyez le dessin et derrière, on a une inscription. Vous allez voir les paysages des forêts avec une division des guerriers. Après ce dessin-là, il parle de sa patrie. Là, vous voyez des boules russes. Et cette image, on le retrouve dans sa poésie. Je vous la cite. Избу, покрытую соломой, с резными ставнями окно, и в праздник вечером расистом смотреть до полночи готов на пляску с топаньем и свистом под говор пьяных мужичков. Вот такой образ Родины был у Лермонтова. Là, cette image-là de sa patrie a eu Lermontov dans sa poésie que je venais de vous citer. Maintenant, on passe à Lermontov, artiste. Ce n'est plus son adolescence, ce sont ses années. Ce dessin-là,
a été fait en 1837 à Tamagne, où il a été exilé pour la première fois. À son ami, Sviatoslav Raevski, il a écrit: Mon cher Sviatoslav, à partir du moment où j'ai quitté la Russie, moi, je voyageais partout. Moi, je montais au cheval, j'étais dans le train, j'étais à pied et j'ai fait tout mon voyage de Kislar à Tamagne. Irakli Andronikov, qui fait des recherches sur la vie et l'œuvre de Lermontov, il disait qu'il faudrait considérer les tableaux et les dessins de poètes en tant que travail inspirateur de Lermontov. Il y a beaucoup de vie et de voyage dans ces tableaux. Beaucoup d'entre eux ont été créés pendant ces exils. Peu importe où il se retrouvait, peu importe les circonstances où elle était, il a découvert au monde entier la beauté. Et grâce à son œil du poète génial et du peintre exceptionnel. Lermontov est arrivé dans le Caucase en 1837 et il a écrit à son ami qu'il faisait des paysages de tous les endroits pittoresques et intéressants. C'est une très bonne collection bien riche de ces endroits dans le Caucase. De ces dessins, elle a fait des lithographies et puis il les a offerts à ses amis. L'un de ces tableaux c'était le tableau de Pettigorsk. Il parle dans l'Euro de notre temps. Hier, je suis arrivée à Pettigorsk, j'ai loué l'appartement dans l'endroit le plus haut, au bout de Machouk, de montant Machouk. Vous voyez ce paysage parce qu'il adore beaucoup des scènes du Caucase. C'est l'une des scènes du Caucase qui est devant vous. Le tableau le plus romantique de la série de Caucase. Ce sont des souvenirs sur le Caucase. Là, vous voyez le crépuscule, des montagnes bleues, du ciel, de personnes montées au cheval, les derniers rayons du soleil. Et je vous cite la poésie sur le Caucase. Мгновенных громких бурь. На картине «Кавказский вид с верблюдами» Лермонтов изобразил tableau la vue du Caucase au chameau. Il y avait le régiment du dragon s'est placé là-bas et c'est dans ce régiment du dragon il a servi. Le tableau que vous voyez devant vous était fait en 1837 dans le Caucase. Elle a offert à sa grand-mère, Marcienieva, en tant que signe d'amour et son respect. Et à partir de 1838, ce tableau se trouve dans notre domaine et elle embellit l'exposition de notre musée réserve. Sur ce tableau, vous voyez le paysage que Lermontov décrit dans le roman L'Heure de notre temps. Je vous cite cet extrait. Le régiment où servait Lermontov se trouvait à 100 km de Tiflis, que le poète aimait beaucoup visiter. Ainsi, l'un de ses tableaux préférés est apparu. Là, à Tiflis, il a découvert beaucoup de légendes, beaucoup de coutumes régionales. Il a fait connaissance aux habitants et il a découvert ses routines. Là, vous voyez la danse lesbienne sur le toit d'un petit immeuble et dans le poème Démon. On voit la description de ce tableau, je vous le cite.
из-под завистливой ресницы. Одна из лучших живописных работ Лермонтова – это L'un «Пиковая гора», тоже написана в des meilleurs 1937 tableaux году. Она была написана pittoresques, сильным впечатлением от увиденного на Кавказе. et vous le voyez devant, le Caucase. Elle l'a écrit à son ami Raïevski. Перевалился через хребет в Грузию, так бросил тележку. Ouais, j'ai passé la crête en Géorgie. Moi, je suis montée à cette montagne enneigée. Je suis arrivée à monter à son sommet. Moi, j'ai vu presque toute la Géorgie. Comme ça. Je ne peux pas décrire ce sentiment exceptionnel, mais pour moi, l'air de montagne est comme un balsame. Toute la tristesse part de suite. J'ai plus besoin de rien dans ces minutes. Restant au sommet, j'aurais pu rester pour longtemps et regarder ainsi sans d'autres désirs. Là, vous voyez le portrait tcherkesse fait par Lermontov en 1838. Il nous donne une vision de Lermontov en tant que portraitiste. Et il n'a pas eu un prototype précis, mais ici, on peut voir grâce au visage, grâce à ses sourcils, grâce aux yeux bruns, son chapeau, puis tout son habit. Donc, on peut voir de suite le portrait de l'homme de Caucase, des persifères de montagnards de Caucase. Et bien évidemment, le portrait le plus précieux, c'est le portrait de Lermontov. C'est le portrait véritable de Mikhail Lermontov. Donc, c'est son autoportrait. Il se représentait sur le fond des montagnes de Caucase dans l'uniforme du régiment du Dragon, où il a été exilé en 1837. Ses yeux sont tristes et excitants en même temps. Il a offert ce portrait à la femme qu'il amourait, dont il était amoureuse, Varvara Lapokina. Et puis, je vous cite la poésie dédiée à Varvara Lapokina. Однако все ее движения, улыбки, речи и черты так полны жизни, вдохновения, так полны гордой простоты. Это Алексей Аркадьевич Столыпин. Devant vous, le portrait d'Alexei Stolypin. On le voit dans le costume de kurde. Il était le cousin de la mère de Lermontov. Et il était ancêtre de Lermontov. Là, vous voyez l'Herzog Lerma. Lermontov considérait qu'elle était d'origine espagnole. C'est pour ça qu'il a écrit son nom de famille lui-même par la lettre A, comme Lermontov. Et une fois, Lermontov a essayé de trouver une solution à une tâche mathématique. Et lui, dans son rêve, il a proposé la solution de cet exercice, de cette tâche, et puis il a fait son portrait, et on voit beaucoup de traits similaires, que les deux personnes, les deux parents se ressemblent beaucoup. Moi, ce que je souhaiterais dire, que son œuvre littéraire est étroitement liée à son œuvre artistique et son talent artistique. Je vous remercie de votre attention. Je tiens à remercier Madame Yulia Pechnikova et Madame Olga Mavrina pour nous avoir fait découvrir
ce voyage littéraire dans le pays de Lermontov. Et maintenant, je vous propose de clôturer notre soirée sur la note de créativité. Maintenant, je vous présente quelques extraits des poèmes de Lermontov en russe et en français. On commence par la première. Nos étudiants de cours de russe auprès de la MRSC, Elisabeth Agrel, Anthony Bacchus, qui se verront comme des lecteurs et présenteront la poésie La Voile. La traduction française est interprétée par Jackie Lavec. Белит парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он странье далекое, что кинул он в краю родном. Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет, и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный просит бури, как будто в бурях есть покой. И над вершинами Кавказа изгнанник Грая пролетал. Под ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял. И дик, и чуден был вокруг весь Божий мир, но гордый дух презрительным окинул оком творение Бога своего, и на челе его высоком не отразилось ничего. И кроме зависти холодной, природы блеск не возбудил, груди изгнанника бесплотной, ни в новых чувств, ни новых сил, и все, что пред собой он видел, он презирал или ненавидел. Тамара часто у окна сидит в раздумье одиноком и целый день, вздыхая, ждет. Ей кто-то шепчет: он придет. Уж много дней она томится, сама не зная почему. Святым захочет ли молиться, а сердцем молится ему. Зачем мне знать твои печали? Зачем ты жалуешься мне? Ты согрешил. Против тебя ли? Нас могут слышать. Мы одни. А Бог? На нас не кинет взгляда. Он занят небом, не землей. А наказание, муки ада? Так что ж, ты будешь там со мной? Кто бы ни был ты, мой друг случайный, покой навеки погубя. Невольно я с отрадной тайной, страдалец, слушаю тебя. Но если речь твоя лукава, но если ты обман тая, о, пощади, какая слава! На что душа тебя моя? Нет, дай мне клятву роковую. Скажи, ты видишь, я тоскую? Клянусь я первым днем творения, клянусь его последним днем, клянусь позором преступления и вечной правдой торжеством. Я отрекся от старой мести, я отрекся от гордых дум. Отныне яд коварной лести ничей уж не встревожит ум. Хочу я с небом примириться, хочу любить, хочу молиться, хочу я веровать добру. Тебе я, вольный сын эфира, возьму в надзвездие края, и будешь ты царицей мира, подруга первая моя. Без сожаления, без участия смотреть на землю станешь ты, где нет ни истинного счастья, ни долговечной красоты, где преступление лишь до казни, где страсти мелкой только жить, где не уметь без боязни ни ненавидеть, ни любить. Я опущусь на дно морское, я полечу за облака, я дам тебе все, все земное. Люби меня. К груди хранительной прижалась, молитвой ужас заглуша, Тамара грешная душа. Судьба грядущего решалась. Пред нею снова он стоял. Но, Боже, кто б его узнал?
каким смотрел он злобным взглядом, как полон был смертельным ядом вражды, не знающей конца, и веяло могильным хладом от неподвижного лица. La voile de Michael Lermontov. Voile blanche et solitaire sur le bleu brumeux de la mer, que cherche-t-elle au loin sur terre? Qu'a-t-elle laissé en arrière? Les vagues jouent, c'est la tempête, et le mât se plie et gémit là. Le bonheur n'est pas sa quête, ce n'est pas le bonheur qu'elle fuit. Sous elle, l'azur étincelant, l'or du soleil au-dessus d'elle, elle réclame le coup de vent, comme le vrai havre du rebelle. Tamara, triste, agitée par la fièvre, vient souvent s'asseoir auprès de la fenêtre. Là, seule, irrésolue, elle regarde au loin avec un œil attentif, soupire et attend. Une voix murmure à son oreille, « Il viendra ». Ce n'était pas en vain qu'il lui apparaissait avec des yeux pleins d'une tristesse douce et des paroles de sublime tendresse. Depuis longtemps déjà, elle s'épuise sans savoir pourquoi. Veut-elle prier les saintes? C'est à lui que son cœur s'adresse. Accablée par cette lutte incessante, se penche-t-elle sur sa couche. Son oreiller la brûle, elle suffoque horriblement, s'éveille en sursaut et frissonne. Ses épaules et sa gorge sont enflammées, elle peut à peine respirer. Ses yeux s'obscurcissent. Ses bras étendus cherchent avec passion un être imaginaire, tandis que des baisers expirent sur ses lèvres. Le démon, deuxième partie. Большое спасибо. Merci beaucoup. Non. L'extrait du poème Démon ont été lus, ont été récités par les élèves de l'école de l'enseignement supplémentaire Antoshka, directrice de l'école à Léon Tortier, qui a coordonné le concours littéraire Je vois la classique vivant 2022. Nous tenons à remercier tous ces élèves, Valentin Gérald, Alexandre Blogin, Eva Callot, Anton Tortier, Aurélien Nicolas Divarenko, et aussi je vous exprime toute ma reconnaissance aux organisateurs et aux collègues qui ont assuré cette rencontre, et à nos chers téléspectateurs. Nous serons ravis de vous voir dans le cadre de nos événements dans les salles de la MRSC à Paris. Nous serons ravis de vous voir le 26 octobre à la dictée géographique dans le cadre de cette action qui sera menée conjointement avec le Centre russe de géographie en France. Vous attend la rencontre avec l'océanologue Alexei Mironov. Et au mois de novembre, on aura une série des films pour les enfants. Et le premier film aura lieu le 9 novembre. C'est Ilya Mouronets. Moi, de mon côté, je souhaiterais remercier la Maison russe des sciences de la culture pour l'organisation. J'ai beaucoup apprécié la lecture en russe. Est-ce que c'était tous les Français qui ont lu ça en russe? Et nous avons une question. Oui, en effet, c'était des Français qui ont récité la poésie en russe. Dans la rubrique chat, nous avons lu une question de la rubrique chat qui porte sur la taille de la peinture. La taille la plus grande, c'est 80 sur 70 cm pour la personne qui a posé cette question. Oui, je vois la réponse à ma question. Tous les enfants sont les Français. Mais ils sont bilingues. Nous avons une version russe ou anglaise de notre site. Vous pourrez voir. Ou vous pouvez nous écrire un mail. Vous pouvez retrouver l'adresse mail sur notre site. Nous espérons beaucoup. Notre rencontre d'aujourd'hui ne sera pas la première, ne sera pas la dernière. Je vous en remercie beaucoup. En ce qui concerne les enfants,
ce sont plutôt les enfants bilingues, donc des familles bilingues où la mère ou le père est français et l'autre personne est russe. Je vous remercie beaucoup. Et pour les personnes qui souhaitent prendre une photo de famille, je prie ces personnes-là de lever la main pour nous rejoindre et nous pourrons aussi prendre la photo de famille ensemble. Je vous remercie et vous mettez vos caméras, vous allumez vos caméras afin que l'on puisse vous rendre, vous voir. Notre technicien va vous faire connecter afin que vous puissiez tous apparaître à l'écran pour faire une photo de famille. S'il y a d'autres personnes qui souhaitent le faire, je vous rajoute également. Спасибо, спасибо. Всем большое спасибо и до новых встреч. Доброго вечера. До свидания. До свидания. До свидания.